Bah là c'est bon, Là, ça enregistre. 2, 1, 2, 3. Mais c'est bon. 4. Là, ça enregistre. Là, on est bien. Non, on voit. J'arrive pas à voir tout l'écran, mais je crois qu'on va. Ils vont rester. Donc, et c'est ainsi que l'histoire est finie. Vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Ça y est. On est passé. Le stress est passé. On me voit là. On me voit là. Du coup, Ah, madame vous sent petit coussin. Oui, je me sens un Ce que j'avais dit. Oui, tu l'avais dit. Oui, c'était évident. Wilfried, tu veux un coussin aussi? J'en ai un. Non, non, moi je vais rester comme ça. Ok. Ça va quand même? Toi, tu veux juste la regarder elle. Ok, d'accord. Je sais pas comment je dois le prendre. J'enregistre que toi. Oui, je te remercie. Ah, comment ça? On fait toujours cette introduction parce que ça nous permet de faire les vidéos, de faire ces écrans qui se mettent en place et une fois que cette introduction est bien passée, eh bien, on sait que les écrans ils n'ont plus besoin d'être et on veut pouvoir commencer à partager ensemble, à faire en sorte que le cadeau que nous propose toujours Bruno qui nous emmène vraiment dans cette possibilité de partager ici au chalet avec Yann et toute l'équipe qui nous accompagne, pouvoir vous raconter des histoires, pouvoir partager ensemble notre univers avec vous. Et aujourd'hui, grâce à Bruno, parce que c'est encore grâce à lui, on est parti vers un univers qui est du monde oriental, avec tout un chemin de la Méditerranée qui passe du Maroc, et on va faire tout le pourtour de la Méditerranée comme ça pour aller jusqu'en Égypte. Enfin, le pourtour que d'un côté, pas du côté occidental. Et pour ça, on va être accompagné
bien sûr par Maël, évidemment, mais on va être accompagné par un personnage. Ce personnage, il s'appelle Nasreddin. Nasreddin, c'est comment dire tu peux passer à ce moment-là. Et Nasreddin, c'est celui qui apporte les crêpes. Voilà, nous avons Nasreddin qui est ici. Vous voyez, un personnage, on pourrait l'appeler Yann, à moitié fou, et en même temps qui porte toute la sagesse du monde. Ce personnage, il a été considéré comme l'idiot du village. Vous savez, le simplet, c'est pas Yann hein, à ce moment-là, parce que tu commences à rigoler, te disant, eh oh, n'allons pas aussi loin avec Yann quand même. Non, ce personnage, il a été vraiment... Vous voyez, vous en avez eu dans vos villages un peu idiot, stupide, nigo, niaiso, complètement jobard, quoi. Vous voyez, et en même temps, quand il a une parole, la parole qu'il va donner, bien, elle porte toute une sagesse, la sagesse de la simplicité. Allons avec ce Nasreddin voyager. Nasreddin, au début de sa vie, il était du côté du Maroc, en tous les cas dans mon histoire. Et là, il était avec sa maman. Il a grandi, puis bon, il travaillait pas. Soyons clairs, plutôt un peu feignant, quoi. Il aimait jouir de la vie tranquillement, avec plaisir. Il était là, il était toujours en train de se sentir nonchalant, vous voyez, cet état... Alors les retraités, ils connaissent ça. Bruno, tu connais ça toi maintenant? Ouais, hein? Ouais, nonchalant là. C'est cet état où on est bien entre l'entre-deux, vous voyez. C'est un bel état, il faut y aller. Les artistes aussi, ils connaissent ça. Ils le cultivent pour pouvoir s'épanouir. Et à ce moment-là, comme il ne travaillait pas, sa mère, elle en avait quand même un peu marre. Elle le supportait pas. Elle aimerait bien, elle avait vraiment envie qu'il parte, quoi, qu'il aille vivre sa vie ailleurs. Et lui, bah, il était bien, il avait son âne, il était bien là, il n'avait pas envie forcément de bouger, de se mettre dans un autre endroit, non. Il était bien là, auprès de sa mère, elle travaillait pour un propriétaire. Et un jour, parce que dans les histoires comme ça, il y a toujours un jour particulier. Ce jour-là, le propriétaire, il avait besoin d'aller acheter 10 ânes. Alors je sais que nous sommes 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec moi, ça ferait 10. Non, pardon. Avec Maël, bien sûr, ça fait 10. Et donc, il voulait acheter 10 ânes, le propriétaire. Et comme Nasreddin, c'était un spécialiste de l'âne, il avait toujours son âne avec lui. Sa mère, elle lui a dit, mon fils, il peut faire ce travail-là. Mon fils saura le faire. Et c'est comme ça qu'il a demandé qu'elle a demandé à son fils d'aller lui acheter les 10 ânes. Le fils, il a dit d'accord. Il s'est préparé, il savait qu'il ne devait pas amener son âne, parce qu'il allait en acheter 10 au marché. Il était du côté de Meknès, là-bas, un petit peu dans la campagne. Et il s'est dit, bah, je vais y aller, bien sûr. Maman, je pourrais t'amener les 10 ânes pour ton propriétaire, et il sera content, et moi aussi. C'était le premier travail de son fils. Et alors il est parti. Il s'est mis à marcher. Il a marché, marché. Il a fait le tour de la colline. Ça chutait un peu, oui.
fait le tour de la colline, hein, il est rentré dans cette forêt, il y avait un peu du sable, hein, c'était quand même le Maroc, hein, et il marchait dans le sable, bon il traînait un peu les pieds quand même, Nasreddin à ce moment-là il s'est dit c'est pénible quand même de travailler, et il a continué à marcher. Et là, après avoir traversé la forêt, il est arrivé devant la porte Jamal Fna, une grande porte comme ça, et il est rentré dans la ville. Et là, il y avait le souk, alors il est rentré dans le souk. Il y avait ces tas de fruits ou d'épices comme ça faisait des couleurs incroyables là, orange fluo, il y avait des jaunes, il y en avait partout là. Et ça sentait bon. Il a continué à marcher. Il a marché dans ce souk. Il a marché, il y avait tout le monde qui est autour de lui. Il marchait avec toutes ces couleurs qui l'embrumaient un petit peu l'esprit. Il a traversé, il est arrivé là où on coupe la viande. Ça sortait pas la même odeur, hein. Ceci dit, la viande coupée, au départ, il y a des végétariens ici. Parce qu'en général, c'est pour eux, ce passage-là. Hein. C'est l'odeur de la viande crue, là, comme ça. L'agneau, le mouton, là, ça fait toujours une drôle d'odeur. Et il a continué à avancer. Il a continué à avancer jusqu'à arriver là où les animaux, ils sont vivants. Il y avait... Je crois que c'était un ténor qui chantait à ce moment-là. Il est arrivé aux moutons qui étaient vivants, il a continué le chemin, quelques vaches, mais il n'y en avait pas trop parce qu'ils n'avaient pas les moyens dans ce pays-là. Et il est arrivé là où il y avait les ânes. C'était midi, il avait faim, il avait envie de boire un petit café, comme monsieur il est en train de faire là-bas, il avait faim. Il avait envie de s'installer pour manger une bonne fondue. Vous avez bien mangé? La viande, elle était bonne, un bon morceau de viande comme ça. Oh, il avait faim, le Nasreddin. Bon, ben il devait acheter ses 10 ânes. Il s'est dit, allez, il a pris son petit sandwich avec du fromage et du beurre. Et après, il a acheté les 10 ânes. Et il a fait demi-tour, il est retourné, repassant par tout le souk qu'il fallait. Il est arrivé devant cette belle porte de Jamal Fna. Et là, en sortant de la ville, il a laissé les ânes se mettre à brouter les petites herbes dans la forêt, dans le bois qu'il y avait. Et lui, il était tranquillement sur un âne. Tranquillement, il avançait. Il laissait faire ce qui se passait jusqu'au moment où il s'est dit un petit doute. Et s'il avait perdu un âne? C'est possible. Les ânes, ils sont partout, là. Il peut en avoir perdu un. Et vous voyez, je sais pas vous, mais c'est comme... c'était quelle histoire tout à l'heure? J'ai entendu l'idée qui rentre dans la tête et qui tourne, qui nous empêche de dormir. C'était toi qui m'avais parlé de ça, je crois, tout à l'heure. C'était quoi cette idée qui t'a empêché de dormir pendant plusieurs jours, comme ça, pendant plusieurs semaines? Ah, je l'ai perdu. C'était à quel moment? C'était pas ta fille là? C'était pas à cause de ta fille, ce genre de moment. En général, les enfants, ils ont toujours une responsabilité. Hein, c'est ce qui pose l'ancrage des parents, là, la responsabilité que les enfants ils doivent avoir. Enfin bon, toujours est-il qu'à ce moment-là, le doute lui est venu. Il s'est dit, mais il faut absolument que je les compte. Alors il était sur son âne et il a commencé à les compter. Donc, j'ose pas faire chez vous. Hein. Je vous connais pas assez. Non, ni par là-bas, je vous connais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, il en avait perdu un. Il lui en manquait un. Alors ce qu'il a fait, et on va le faire maintenant bien sûr, il les a alignés les uns à côté des autres, il est descendu évidemment de son âne, il les a alignés les uns à côté des autres, et en leur mettant une bonne bouffe sur leur derrière, on y va? Non? Bon, d'accord. En leur mettant une bonne bouffe sur leur derrière, il a recommencé à les compter. Et bon, 1,
là, un amas de fumée, de poussière qui s'est envolé des fesses de l'Inde. Ça a été, mais vraiment, et bon, 2, bon, 3, bon, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les 10 ânes étaient là. Il s'est dit, c'est bizarre quand même ces ânes-là. À chaque fois que je monte sur un âne, il y en a un qui disparaît. Très bien. Je vais marcher derrière eux. Ou alors mieux, je vais les mettre à la queue leu-leu. Je vais les attacher les uns derrière les autres. Et c'est comme ça qu'il les a attachés les uns derrière les autres à la queue leu-leu. Il s'est mis sur l'âne de devant et il a continué son chemin. Il a marché. Il a marché, il a marché, il a marché. Le chien était par là. Il a marché. Il a marché, il a marché. Il a marché. Et là, il a continué son chemin et traversant la forêt, il est arrivé au début de la colline, là où ça contournait, et puis à ce moment-là, c'est revenu dans sa tête. Et si un âne s'était détaché? C'est possible qu'un âne se détache. Et puis, si c'est celui du milieu, il peut en avoir emporté même plusieurs. Alors il s'est mis à califourchon pour recommencer à les compter et en avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui toi aussi, tu crois quoi, 9, Bruno, est-ce que je le compte quand même dedans? Toi tu comptes double, hein. 9 ânes. Il en avait encore perdu un. Il se dit, mais non, mais là, ça, c'est pas possible. Je vais recommencer comme tout à l'heure. Il les a alignés les uns à côté des autres en leur mettant une bonne bouffe dans leur derrière. Il les a recomptés. Et bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cette fois-ci, il en était sûr. Il fallait absolument pas qu'il se mette sur un âne, car à chaque fois qu'il se met sur un âne, il y en a un qui disparaît. Il a décidé de marcher derrière, à les surveiller. Et en marchant derrière, les ânes posant leurs crottins, à des moments ils marchaient dedans, trébuchaient, le sable c'était compliqué, difficile. Et puis les ânes devant, ils allaient pas au bon endroit, alors il était obligé de revenir, les tirer, les mettre quelque part et puis repartir derrière pour bien les surveiller. Et ça a duré jusqu'au début de la nuit. Quand il est arrivé chez le propriétaire, l'histoire nous dit que sa mère l'attendait déjà. Alors, pourquoi tu as mis autant de temps? Mais c'est que moi, je savais pas comment ça se passait. Mais dis-moi au moins, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à chaque fois que je montais sur un âne, il y en avait un qui disparaissait. Et vous savez, sa mère, elle connaissait bien son enfant. Comme vous, j'imagine, vous connaissez bien votre fille. Oh, je n'insinue rien. Et à ce moment-là, la mère lui a dit, mais moi là, c'est pas 10 ânes que je compte, mais 11 avec toi. Et c'est comme ça que cette première histoire se finit. Sa mère, elle en avait marre. Tellement marre de ce garçon. À ce moment-là, il avait 30 ans. Pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, ou une seule fois, une seule journée pour aller faire les ânes, c'était quand même un peu juste. Alors sa mère, elle insistait, tu voudrais pas aller parcourir le monde, aller vivre ta vie? Tu as le droit de prendre ton âne et va sur les chemins. Tu trouveras bien le bonheur plus loin. Alors il y en a qui sont partis en Savoie à ce moment-là. Mais lui, habitant du côté du Maroc, il a décidé de voyager en direction de l'Algérie. Il était sur son âne.
s'est mis sur les chemins. Dans son voyage, il a rencontré un village. Quand il est arrivé au pied de ce village, en bas, il entendait au loin quelqu'un qui criait « Au secours! Je me noie! Je me noie! Au secours! Aidez-nous! Aidez-nous! Au secours! Aidez-moi! Je me noie! Je me noie !» Tout le monde a accouru dans le village. Il y avait, comment on appelle ça, quand c'est orange là, zone critique orange à cause de la pluie là. Vigilance orange. C'était vigilance orange. Il y avait le passage à gué qui était bien pris de l'eau et quand lui il est arrivé, cet homme-là, il a été pris par l'eau et emporté dans la rivière. Au secours, je me noie, je me noie. Tout le monde a accouru. Tout le monde est arrivé. Donne-moi ta main, donne-moi ta main. Mais cet homme-là, je sais pas vous, mesdames et messieurs. Bruno, je sais que non. Mais vous, je n'en sais rien. Cet homme-là, il était avare, radin. Il gardait tout pour lui. Donner, c'était pas possible pour lui. Même donner sa main pour être sauvé, c'était quand même donner quelque chose. Alors, il était là, en train de se noyer et tout le monde accourait. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, donne-moi ta main. Jusqu'au moment où Nasreddin est arrivé. Nasreddin, à ce moment-là, il est descendu de son âne. Il est descendu de l'âne. Il est arrivé près du pont, tout en bas du village. Et arrivé là, il a tendu sa main à l'homme qui était en train de se noyer. Et il lui a dit, prends ma main. Et vous savez, les hommes égoïstes, avares, prendre, ça ils peuvent le faire. Il a attrapé la main de Nasreddin et c'est comme ça que Nasreddin lui a sauvé la vie. Dans ce village, il est arrivé en sauvant la vie de quelqu'un. Nasreddin, l'idiot du village, celui que tout le monde a critiqué toute sa vie jusqu'à ses 30 ans, il arrive dans un village et il sauve la vie de quelqu'un. Bien sûr, c'est devenu un héros. Et bien sûr, il est resté dans ce village. Tout le monde l'acclamait, tout le monde le félicitait, jusqu'au moment où... Tu viens ici? Jusqu'au moment où... Zinka. Assieds-toi, couche-toi. À ce moment-là, il y avait une jeune femme qui lui a fait les yeux doux, qui lui a dit « Viens ici. » Que voulez-vous? Il est venu. Couche-toi. C'est couché. C'est pas comme ça que ça s'est passé? C'est pas comme ça que ça se passe? Comme tu as regardé ton homme là, à ce moment-là, en te disant « Ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. » Désolé. Tu aurais dû, hein? C'est comme ça que ça se passe normalement. Et il lui a dit, tu viens là. Et tous les deux, ben, ils ont commencé à se charmer. Ils ont fait ce jeu de l'amour. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ils se sont tournés autour un petit moment. Pendant quelques jours, quelques semaines, le temps est passé jusqu'au moment, n'en pouvant plus, le Nasreddin, il est allé voir le père pour lui demander la main de sa fille. Sa fille, à ce moment-là,
le père, pardon, à ce moment-là, il lui a dit, si ma femme, elle est d'accord, je suis d'accord. Tu comprends? Écoute bien ce que je suis en train de dire, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Donc à ce moment-là, il est allé voir la mère pour lui demander la main de sa fille. Et la mère, elle a dit, si ma fille, elle est d'accord, je suis d'accord. Alors, il est allé voir la fille, sa fiancée. Et évidemment, elle était d'accord. Tous les deux, ils se sont mariés et ce fut une grande fête. On va faire ça. Là, ils ont vécu de beaux moments. Ils se sont aimés. Ils se sont tellement, mais tellement aimés. Elle est tombée enceinte. Elle attendait des bébés. Son ventre s'est arrondi. Et puis, le temps est passé. Son ventre est devenu tellement grand qu'un jour, enfin non, plutôt une nuit, elle a dit à son mari, Nasreddin, c'est maintenant. Il faut que tu ailles chercher la sage-femme. Il faut que tu ailles dans le village chercher la sage-femme. Lui, il a regardé l'heure. Il a dit, oh, c'est 4h du matin, hein, ça peut pas attendre demain? Non, c'est maintenant. Et c'était sa femme. Alors que voulez-vous? Il a mis ses pieds dans ses babouches. Il a mis le manteau par-dessus la djellaba. Et puis, il s'est mis à courir dans le village. Il a couru, il a traversé ce village pour aller chercher la sage-femme. La sage-femme, quand elle a vu que c'était Nasreddin, quand il a frappé à la porte si fort, la sage-femme lui a dit, écoute, c'est 4h du matin. Ta femme, c'est son premier enfant. Il y a le temps. Je viendrai demain matin. Ah non. Madame la sage-femme, ma femme, elle a dit maintenant. Et quand ma femme, elle dit maintenant, c'est maintenant. Alors que voulez-vous? Elle s'est levée, elle a pris la bassine, elle a mis toutes les affaires qu'il fallait dedans. Tout ce qu'il fallait pour l'emmener. Et puis, avec cette bassine, ils ont couru tous les deux. Ils ont couru, ils ont traversé le village. Ils sont allés jusque dans la maison de Nasreddin. Jusque dans la chambre de la femme de Nasreddin. Et là, toutes les deux, elles ont commencé à faire leur affaire. Seulement voilà, il manquait l'assistant. L'assistante souvent plutôt. Celle qui doit tenir la lumière. Surtout la nuit. Nasreddin, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin que tu tiennes la bougie pendant que nous, on doit faire ce qu'il faut faire. Nasreddin, il a dit, ah non, hein, ça c'est pas possible, hein. Mon cœur va lâcher, hein. Vous comprenez, moi, ces choses-là, je les supporte pas. Ma femme va se mettre à crier et moi, j'ai un petit cœur qui risque d'exploser, qui risque de lâcher. Je peux vraiment pas. S'il vous plaît, laissez-moi aller ailleurs, dans le salon. Je vais boire un petit coup de cravate, tiens d'ailleurs. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Je peux pas venir avec vous. La sage-femme, elle a insisté. Et la femme de Nasreddin, elle a fait un tel cri que Nasreddin, il s'est senti obligé. Il a attrapé la bougie et il l'a tenue loin, le plus loin possible de lui. Il voulait surtout pas voir ce qui se passait. Et ça criait, alors il se bouchait les oreilles, il était là et il tenait cette bougie si loin. Et la sage-femme et la femme de Nasreddin, elles ont fait ce qu'il fallait faire. Et c'est comme ça qu'ils ont mis au monde un petit garçon. Nasreddin, tu as un fils. Tu as cette chance-là. Nasreddin, il a pris l'enfant un petit peu dans ses bras. Il pleurait. Il pleurait. Tu as pleuré, tu as pas tapé à l'émir. Oui, justement. Hein. Bruno, ça c'est sûr. Hein. Il est émotif, hein. Il devait pleurer. Hein, quand tu as pleuré? Ne me dis pas, je veux pas savoir finalement. Non, pas trop. Il tenait comme ça son enfant. Il l'a déposé dans le landau et il est parti. Il est allé dans le salon. Et là, la sage-femme, elle était bien embêtée avec cette bougie qui était posée sur un coin. Et puis, voyant ce qui arrivait, elle a rappelé Nasreddin. Nasreddin, j'ai encore besoin de toi. Nasreddin, dépêche-toi, reviens. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Nasreddin, il y a un deuxième qui arrive. Ta femme, elle est en train d'accoucher un deuxième bébé. Des jumeaux, ils allaient avoir. Alors, Nasreddin est revenu. La sage-femme et la femme de Nasreddin, elles ont fait ce qu'il fallait faire. Et voilà qu'en peu de temps, elles ont mis au monde une petite fille. Le choix des rois. T'as un garçon, maintenant t'as une fille. Nasreddin, il était heureux, tellement heureux. Mais à ce moment-là, il a soufflé sur la bougie. Mais enfin, Nasreddin, pourquoi tu fais ça? Bah, je voudrais pas qu'un troisième enfant arrive. La lumière, ça les attire. Les enfants, ils ont grandi. Nasreddin, avec sa femme et ses enfants, sont partis, ont traversé l'Algérie, ont continué le chemin et sont allés s'installer un peu plus loin, je sais pas, en Libye. C'est la Libye, un peu plus loin comme ça, l'Algérie, Tunisie. Tunisie, oui. Oui. Allez, en Tunisie. Si ça vous va, moi aussi. Et là, en Tunisie, ils étaient bien, ils étaient installés, et les enfants, ils ont grandi. Oh, ils vivaient pas avec beaucoup de moyens. Non, ils vivaient chichement, et un jour, les enfants, ils allaient avoir 10 ans. 10 ans, c'est important, 10 ans. 10 ans, il faut fêter ça. Alors, il a fait des économies pour avoir
une belle poignée de pièces. Mais il n'en avait pas assez. Alors il a vendu, vous voyez tous ces objets là qu'on a comme ça, qu'on nous a offerts. Ici, il y en a beaucoup, hein, je trouve. Hein. Là, Yann, il accumule. Hein. On appelle ça des mémorabilia. Souvent, c'est des ramasses-poussières. C'est là, on nous les a offerts. C'est souvent des amis qui nous ont offert ces objets-là, bien sûr. Et ces amis-là, bien... Merci. Merci à vous, au revoir. Sans se faire remarquer. Ouais. Oui, oui. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Et donc, ces amis-là, ceux qui achètent des cadeaux, qui nous les installent, qui nous disent « Oh, regarde, c'est joli ». Alors tu le prends, tu te dis « Ah, ça c'est un cadeau de mon ami, je vais le mettre là, je vais penser à lui comme ça ». Et puis quelques années après, tu sais plus qui t'a offert ce cadeau, mais tu sais qu'il est important. Alors tu continues à le regarder en disant « Ah, ça c'est un cadeau important, hein, je sais plus qui me l'a offert, mais c'est important. » Et puis le temps passe, c'est vraiment plein de poussière, ça perd sa couleur, c'est toujours là et tu te dis « Ah, ça c'est un objet, je sais pas pourquoi il est là. » Et puis le temps continue à avancer et puis à un moment donné, eh bien, c'est les 10 ans des enfants. Et les 10 ans des enfants, évidemment, c'est plus important que n'importe quel objet qui se trouve dans cette pièce. Alors, il les a pris, et puis il est allé au coin de la rue, vous voyez, pour vendre les objets d'occasion, comment on l'appelle, au bon coin, voilà. Et là, il a vendu ses objets, et évidemment, il a réussi à avoir une deuxième poignée de pièces. Avec cette deuxième poignée de pièces, il est allé au seul magasin du village. Celui qui vend tout, mais tout. Non, elle n'est pas la montre là. Et tout. La montre. Voilà, connectée. C'est une montre connectée qui a. Oh là là la vache. Et donc, il était comme ça, à chercher un cadeau. Il a posé toutes ses pièces sur l'étal du marchand. Et puis, il a fait le tour du magasin. Et puis là, il a trouvé une belle montre. Elle était jolie. C'était une montre connectée, vous voyez. En plastique. Moi, j'aurais préféré en cuir, hein, quand même. Hein. C'était une belle montre connectée en plastique. Et il l'a prise et il a dit, ça c'est pour mon fils. Mon fils, c'est sûr, il va aimer cette montre. Alors le marchand, il a pris la montre, il a fait un joli paquet cadeau, et c'était un joli paquet cadeau, et puis après il a compté les sous qu'il y avait sur cet étal, il les a comptés, et puis bon, il a pris toutes les pièces, il a dit, voilà, ça me va, pour cette montre-là, l'argent que vous avez amené, je vous ai fait une petite ristourne, mais ça ira. Et lui il a dit, mais non, j'ai ma fille aussi elle a 10 ans, il faut que je lui achète un cadeau. Moi, je peux pas faire grand-chose. Hein. C'est tout ce que j'ai. Prenez peut-être autre chose pour avoir 2 cadeaux. Ou alors, tenez, ce que je vous propose, je vous donne un papier cadeau. Et sur les chemins, vous allez bien trouver quelque chose pour votre fille. C'est comme ça qu'il est sorti avec un paquet et un papier. Il avait son paquet cadeau et son papier cadeau, son papier. Je sais plus où j'en suis là. Le paquet il est là, le papier il est là. Il a marché comme ça dans la rue et au début il était un peu triste parce qu'il avait le papier et puis il avait qu'un seul paquet. Puis le temps a passé et en marchant, il est devenu content. Il avait un paquet, un papier. Et là, à un moment donné, il s'est dit, il faut quand même que je trouve un cadeau. Et il s'arrêtait juste au pied d'un beau crottin, vous voyez, un beau crottin de cheval, un caca bien moulé. Il était vraiment comme dans les émoticônes là, qu'on a maintenant là, vraiment un joli caca. Et il a posé son papier juste à côté et il s'est dit, c'est l'intention qui compte. Non. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, pas du tout. Non. Il a ramassé ça délicatement entre ses doigts et il l'a déposé sur le paquet. Et il en a fait un joli paquet cadeau, sur le papier, un joli paquet cadeau, et il est reparti et il avait 2 paquets. Bon, au début, il a marché, il était un peu penaud,
Surtout avec l'odeur peut-être, ou je sais pas, en tous les cas, il marchait comme ça, et puis petit à petit, le sourire lui est revenu, et il était content, il avait un paquet, et il est arrivé jusqu'à la maison, et arrivé à la maison, ses deux enfants le regardaient comme ça. Bon, bien sûr, il a offert d'abord le paquet à son fils. Son fils a ouvert le paquet cadeau, et il a trouvé cette belle montre. Alors, c'était une montre qui faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac avec une trotteuse comme ça. C'était une montre, comme celui-là, exactement comme celle-là. Vous voulez pas me la passer? Je vous la garde après. Hein. Vous êtes sûr? Non, je vous en prie, je vous en prie. Ah, là, ça y est, j'en ai une qui fait tic-tac, je vous remercie, monsieur, quand même. Et donc, il a vu cette belle montre pour homme, bien grosse et bien, voilà, adaptée pour un garçon de 10 ans. Et le garçon, en mettant cette montre à son poignet, avec la trotteuse qui n'arrête pas d'avancer, a eu la tristesse qui lui est venue. Il voyait le temps qui passe et toutes ces choses qu'il ne fera plus. Les larmes ont commencé à lui couler. Il était triste d'avoir un cadeau comme celui-là. Il était triste, il disait, mais papa, mais pourquoi tu m'as acheté un cadeau comme ça? Maintenant je vois tout ce que je ne peux pas faire, tout ce que je ne ferai pas, tout ce que je ne ferai plus. Il était triste. Alors le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vite offert le cadeau à sa fille. Sa fille, elle a ouvert son paquet cadeau. Et en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur, elle a sauté dans les bras de son père. Elle l'a embrassé, elle l'a serré fort contre lui. Mais papa, mais que c'est gentil, mais c'est tellement gentil de m'offrir un cadeau comme celui-là. Mais c'est trop gentil, mais tu es tellement gentil. Là, le père, il comprenait plus rien. Comment? Mais oui, papa, tu m'as offert un cheval. C'était un pur sang. Il était tellement rapide, tellement efficace, qu'il est parti en courant. Je ne l'ai même pas vu. Il est parti en courant et il a juste laissé son cadeau. Son crottin. Et c'est comme ça que cette histoire s'est finie. Le temps est passé. Les enfants, ils ont grandi et ils sont partis de la maison. Ils sont allés jusqu'à Paris pour travailler. Ils ont rencontré un beau chevalier. Et ils ont continué leur route. À ce moment-là, Nasreddin, c'était un sage. Tout le monde le considérait. Dès qu'il parlait, tout le monde l'écoutait. Il était devenu une grande parole de sagesse dans cette Afrique du Nord. Il a continué jusqu'en Égypte. Et là, il regardait de l'autre côté de la mer Rouge. Et de l'autre côté, il voyait la guerre. Toutes ces guerres qu'il y avait, qui n'en finissaient plus. Quand c'était pas un pays, c'était l'autre. Nasreddin, sur son grand âge, était triste de voir comment l'humanité était en train de se transformer. Il regardait, sans savoir trop quoi faire. Sa femme, un jour, lui dit, tu sais, Nasreddin, tu pourras aller parler aux ennemis des ennemis, ou aux amis des ennemis, ou aux ennemis, ou aux amis
à ceux qui sont là-bas. Peu importe à qui tu parleras. Alors, Nasreddin, il a dit, bien sûr, je vais aller sur le front, je vais aller faire en sorte que la guerre se finisse. Je suis sûr que les gens, ils vont accepter que la guerre se finisse. J'ai qu'à leur parler. Et il a traversé la mer et il est allé je ne sais où, en Palestine, en Syrie, je ne sais où, en Arabie. Arrivé là-bas, à cette époque, c'était la guerre, c'était avec des flèches, les carquois et l'arc. Alors les ennemis ou les autres, je ne sais pas lesquels, en tous les cas, ceux-là, ils lui ont dit écoute, c'est simple, viens avec nous, on va aller sur le front et puis et tu verras bien, tu leur parleras si tu veux, mais d'abord prends quand même des armes. Et c'est comme ça que Nasreddin, avec toute la compagnie, est parti jusqu'au front, jusqu'à la frontière, là où toute la guerre se passait. Et ses compatriotes lui ont dit, mais enfin, Nasreddin, dans ton carquois, t'as oublié de mettre les flèches. Oh, Nasreddin, il a dit, mais c'est pas la peine. Je vais attendre qu'on me tire dessus et je prendrai les flèches de mes ennemis et je leur renverrai. Mais là, ils se sont dit, mais enfin, mais tu es fou. Imaginons qu'ils ne te tirent pas dessus, comment tu vas faire? Bah, s'ils ne m'envoient pas de flèches, moi, je ne peux pas leur en envoyer. Et la guerre est finie. Ah, ça serait simple hein, que ce soit comme ça. Malheureusement, en France, comme dans d'autres pays, on est bien plus doué. On donne les armes aux ennemis et aussi aux ennemis des ennemis et aux amis des ennemis, des ennemis des amis, des ennemis des ennemis. Pour qu'ils se battent entre eux et nous, on est là, on dit la guerre, elle n'est pas chez nous. On n'y est pas, nous. Try
Ça va, vous allez bien? On peut faire une petite dernière pour finir? Allez. Le temps est passé. Nasreddin, il y a eu au moins 10 ans, peut-être 15, en tous les cas, le temps des guerres. Hein, peut-être que c'était 100 ans ou peut-être 200 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps ils se battent de ce côté-là. Et après la guerre, bien, il y avait la famine. Les gens, après les guerres, la plupart, ils mouraient de faim. Oh non, pas tous, hein. Ah non, ça, il ne faut pas exagérer. Non, non, il y avait quand même les riches qui étaient riches avant la guerre et qui ont continué à s'enrichir pendant la guerre. C'est tout à fait extraordinaire. Ils ont une grande capacité de s'enrichir même s'il y a la guerre. Et là, ils étaient tellement riches et les autres tellement pauvres. Ils étaient tellement pauvres que la famine était tellement présente que même les rats, ils avaient faim. Ouais. Les rats, ils avaient faim et la femme de Nasreddin a dit à Nasreddin, Nasreddin, maintenant que tu es le vieux, le plus sage de cette terre, est-ce que tu voudrais pas partir de l'autre côté, là où se trouve cette peste, là où se trouve cette famine, pour faire en sorte que les riches donnent aux pauvres, pour faire en sorte que le partage se fasse? Et Nasreddin, il a dit, ça c'est une bonne idée. Tu as raison, ma femme, j'y vais. Et c'est comme ça qu'il y est allé. Il s'est mis à marcher. Il est allé jusqu'à cet endroit où il y avait la famine, où les gens mouraient de faim dans cette ville, où même les rats avaient faim. Et il a commencé à parler. Il a parlé aux gens pour que les riches donnent aux pauvres, pour que les pauvres reçoivent. Il a parlé et sa femme a attendu. Sa femme, elle se disait, les heures passent. Mon mari parle. Et mon mari est l'homme le plus sage. Tout le monde l'écoute sur cette terre. C'est sûr, c'est sûr. Les riches vont pouvoir donner aux pauvres. Et c'est comme ça que Nasreddin a passé sa journée en entier. Il a parlé pendant toute une journée. Il a parlé encore et encore. Il a parlé. Et sa femme disait, mais ça fait plus de 24 heures maintenant que mon mari n'est pas là. Il parle, c'est sûr. C'est sûr, les riches vont donner aux pauvres, j'en suis sûr maintenant. 2 jours sont passés. Le temps a continué à avancer. Nasreddin continuait à parler. Il a fait toute la ville et il a continué à étendre son pouvoir de partager, son pouvoir qui fait que les gens l'écoutent. Il a parlé dans toute la vallée. Les 3 jours sont passés et il a continué à parler. Il a parlé aux gens pendant 3 jours. Pendant 3 jours et même pendant 4 jours. Sa femme, elle se disait, mais c'est incroyable. Si mon mari, comme ça, parle à toutes ces personnes. Mais là, la famine dans le monde entier n'y sera plus. Il suffit juste peut-être que la moitié des riches donnent aux pauvres et ça suffirait. Et il a continué à parler. Il a parlé encore. Il a parlé pendant 5 jours. 5 jours, vous vous rendez compte? Le plus grand sage du monde parlait pendant 5 jours pour que les riches donnent aux pauvres, pour que enfin le partage puisse se faire. Et c'est sûr maintenant. J'ai gagné. Sa femme, elle a dit, c'est pas impossible que ça se passe autrement. Le partage se fera. 6 jours sont passés et le temps a continué. Sa femme l'attendait. Elle était là, chez elle, en se disant que c'est sûr, son mari va réussir. Le 7e jour est arrivé.
Il est rentré chez lui épuisé. Il s'est affalé sur son canapé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai réussi à moitié. Quoi? La moitié des riches vont donner aux pauvres? Mais c'est incroyable si la moitié des riches donnent aux pauvres. Vous imaginez bien, la famine sur la terre n'existerait plus. Mais c'est merveilleux, mon mari, mais tu as réussi. Non, 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 c'est pas ça. J'ai demandé à tous les pauvres. Et tous, ils sont d'abord OK pour recevoir des riches. Maintenant, il va falloir que j'aille demander aux riches. Maël Ruffed. Un grand merci. Oui, merci. Merci, merci à vous. Merci à vous. Dès le départ, là, T'avais pas assez piqué. Ok, bonne profite. Eh. Après le café. Oh, c'est pour le café. J'ai pas fait les cafés encore.